Jean-Luc Brulard, je ne suis pas concessionnaire automobile, je suis agent immobilier, membre de l'agence Solidarité Logement. Je pense que vous entendrez parler dans quelques temps. I love you. I love you, voilà. C'est pas une déclaration que... C'est pas une déclaration. Moi, je ne suis pas concessionnaire automobile. Mes collaboratrices qui sont en charge des locations, aujourd'hui, quand elles reçoivent 25 candidats locataires, elles n'ont qu'un logement à mettre en face. Elles passent 25 fois plus de temps avec les candidats locataires. Les candidats, le système est ainsi fait qu'on ne peut se payer et les payer, puisqu'elles sont en général à la commission, que sur celui qui aura la chance, aujourd'hui, je reviendrai sur le problème de la crise de l'offre, de prendre un logement. C'est comme ça, mais sachez-le, je continuerai, quoi qu'il advienne, à les motiver pour qu'elles reçoivent ces candidats locataires avec autant de sensibilité, autant d'empathie, autant de compassion. Et puis, on verra. Mais je trouve que vous faites effectivement un raisonnement spécieux. Et je ne rentrerai pas, moi non plus, sur la casuistique. Je ne suis qu'un agent immobilier. C'est pour ça que vous êtes député. Donc, je veux simplement vous apporter mon témoignage. Deuxième chose, deux questions très concrètes. Quand on parle de l'observatoire des loyers tel que vous nous l'avez décrit, vous avez bien fait de nous donner les deux exemples parce que je pense que, et encore une fois sans animosité aucune, la démonstration de la complexité de ces exemples porte en elle-même le germe de l'échec. Le locataire, ce qu'il regarde, c'est le pied de la quittance. Le propriétaire, c'est le haut de la quittance. Est-ce que le prix au mètre carré tient compte du chauffage avec des grille-pains qui va coûter 200 € par mois dans un logement inconfortable, donc pour les plus modestes, ou d'un logement aux dernières normes? Moi, je préfère payer un loyer à 24 € avec 2 € de charge par mois, ça fait 26 si mon compte est bon, que de payer 20 € avec 10 € de charge, ça fait 30. Mais j'imagine que ce type de raisonnement n'est pas rentré dans la phosphorescence, si je puis dire, de l'ensemble de toute l'administration et des politiques qui ont longuement débattu. Et avec tout ça, et je veux quand même finir là-dessus, comment on améliore l'offre? Plus de 8 millions de personnes touchées par le mal-logement dans ce bon pays, c'est le rapport de la Fondation Abbé Pierre. 3,6 millions directement touchés. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous donne deux exemples pourquoi ça ne marche pas. La première, c'est que j'ai vu il y a quelques temps, et je l'ai déjà dit ici, un des grands professionnels des majors de promoteurs qui m'a dit 80% de mes permis de construire sont touchés par des recours. Et puis le deuxième exemple, je vais être encore plus brutal parce qu'il y en a marre. Et ça se passe à Chatou. Quand on passe le pont de Chatou, on rentre dans une république bananière. J'ai été là-bas avec une famille et des propriétaires. Et le maire m'a dit, ici la loi c'est moi. Il n'y a pas de PLU, c'est moi qui décide. Mon PLU prévoit de faire du collectif. Je veux qu'à cet endroit-là, ce soit un pavillon. On va faire 6 logements, on va en faire qu'un, un beau pavillon avec un ticket d'entrée à 1 million €. Mais en plus, dans le calcul économique que j'ai fait, parce que le professionnel c'est moi, il y a 500 000 € qui partent entre ma vente qui a été cassée par un permis de construire parce qu'il manquait 15 cm, purement fictif, au motif que le maire ne voulait pas des logements collectifs à cet endroit-là, et que donc la valeur d'1,3 million redescendait pour vendre un pavillon à 500 000 €. Voilà la réalité, voilà le terrain. Encore une fois, je ne veux pas de débat, je vais perdre. Sachez simplement qu'il y a un an, j'ai pris la parole avec vos collègues, et il aurait pu être de l'autre côté, qui est venu nous expliquer par grande phrase qu'on allait construire 300 000 logements. Il a convaincu sur le moment où 500 000. J'ai pris la salle à témoins, on peut faire le point maintenant. Oui, mais attendez. Monsieur le rapporteur. Oui, je voudrais quand même vous répondre. Moi, vous savez, quand je viens ici, je sais à peu près à quoi je m'attends dans le type d'assemblée. Non, ce n'est pas une histoire de courage, j'ai des convictions et je suis là pour les défendre. Et je siège aussi à l'Assemblée nationale pour ça, et même si nous n'avons pas les mêmes, j'ai beaucoup d'estime pour le travail que peut mener aussi Michel Piron. Mais un agent immobilier peut être député, parce que là, je voulais revenir sur ce qui a été dit, qui me contrarie. Oui, mais quand on est député, justement, on est plutôt généraliste que spécialiste, si je peux prendre cet exemple médical, et je pense que c'est pas forcément quand on est issu de tel milieu professionnel qu'on est le mieux à même pour faire la loi. Il se trouve que, voilà. Après, il faut connaître un peu la situation, il faut s'informer, mais vous savez, comme le dit la phrase, c'est pas forcément aux généraux qu'il faut confier le soin de faire la guerre. Bon, en tout cas, ce que nous essayons de faire, c'est aussi de répondre à cette problématique que vous venez de dénoncer, monsieur. Et quand vous me dites, d'un ton énervé que je peux entendre, parce que... Passionné, je reprends et je garde votre adjectif, que vous venez de prendre, je pense que, si je peux me permettre, vous n'avez pas été tout à fait attentif à ce par quoi j'ai commencé tout à l'heure. Non, je m'excuse, vous m'avez parlé de recours sur les permis de construire, et je vous ai dit que ça faisait partie de ce que nous étions en train de modifier. Et que ce sujet... Et oui, parce que les recours abusifs contre les permis de construire, bien que n'étant pas professionnel du métier, j'ai tout à fait conscience qu'il y a des gens qui se sont fait profession de ça.
qui se sont installés avec quasiment pignon sur rue pour bloquer un certain nombre de constructions et d'opérations immobilières. Et que lutter contre ça, c'est aussi lutter de manière résolue contre des recours abusifs sur les permis de construire. 26 000 logements ne sortiraient pas de terre chaque année à cause moi, des je n'ai pas recours. de chiffres très précis, mais en tout cas, je connais personnellement un certain nombre d'opérations qui sont bloquées parce que quand on est député, on n'est pas seulement au 126 rue de l'Université à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas la chance d'être du Maine-et-Loire, je suis juste de Seine-Saint-Denis, un petit endroit où on essaie de construire des logements. Et je vois aussi un certain nombre d'opérations qui sont bloquées dans différents quartiers parce qu'il y a des recours abusifs sur des permis de construire. Donc ça, normalement, et on fera le bilan de la mesure qui a été prise, mais vous ne pouvez pas nous dire que c'est quelque chose sur lequel on est complètement aveugle, puisque justement, depuis 6 mois maintenant, il y a une ordonnance qui est devenue la loi pour lutter contre ce point de vue-là. Deuxième exemple que vous avez cité à Chatou, avec un maire qui vous a refusé, qui n'était pas d'accord avec votre opération. Mais j'allais dire, venez avec nous. Quand nous sommes un certain nombre à dire, écoutez, nous respectons le fait que la démocratie communale est le pilier de notre République, mais que nous pensons qu'un certain nombre de sujets se traitent à une échelle un peu plus importante, qu'aujourd'hui, la ville, ce n'est plus la commune. Et quand je dis la ville, ce n'est pas seulement la zone urbaine. On ne travaille pas dans l'endroit où on dort. Maintenant, de plus en plus, on ne fait pas ses études dans les endroits où on dort. On ne va pas au théâtre ou dans un club sportif dans l'endroit où on dort. Que donc il faut prendre ces questions urbaines à une autre échelle que l'échelle purement communale. Quand on est ici, tout va bien. Mais quand je me retrouve avec des citoyens qui me disent « Mais attendez, si vous écartez un tout petit peu le maire d'un certain nombre de décisions, les décisions vont être prises à une échelle sur laquelle on aura pu maîtriser. » Vous savez, c'est tout le débat qu'on a finalement entre la France et l'Union européenne, et je fais partie des gens critiques sur la construction européenne. Mais venez avec nous. Moi, je veux que vous veniez avec moi dans un certain nombre d'assemblées citoyennes où nous ne trouvons pas dans une discussion aussi policée que nous avons ce soir, et où les gens me disent « Ah mais attendez, c'est absolument pas possible de discuter par exemple d'aménagement du territoire à l'échelle intercommunale, ce qui veut dire en zone urbaine à une échelle de 200 ou 300 000 habitants, voire, puisque c'est ce sur quoi nous sommes en train de réfléchir, à une échelle plus vaste dans les zones encore plus agglomérées. » Donc je vous dis vraiment banco sur les questions que vous posiez. Sur le PLU intercommunal, vous en avez 2 défenseurs qui sont là, voire même sur la manière dont s'exercent les permis de construire dans un certain nombre de communes. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'est prêt à dessaisir les maires de l'établissement des permis de construire. Par contre, sur le fait de dire que l'établissement des permis de construire doit être peut-être plus encadré qu'il n'est aujourd'hui, c'est-à-dire que véritablement, il y a des raisons liées aux règles d'urbanisme et à rien d'autre qui fait qu'on refuse un permis de construire, je pense que c'est quelque chose sur lequel on va aller. Vous savez, je connais aussi des villes où, parce qu'on était dans des quartiers périphériques de villes, il était vécu comme un peu les rebuts de la commune. Et le fait que quand ces villes réfléchissent à une échelle intercommunale, 2 quartiers qui étaient à la marge des communes deviennent un futur centre. Voilà. Et donc, c'est ces questions-là aussi sur lesquelles, moi, j'ai besoin, très concrètement, que les professionnels que vous êtes disent aussi cela. Les reproches, je veux bien les entendre, les coups de pouce, je veux bien les recevoir aussi. Je voudrais passer la parole à M. Piron qui l'a demandé. Oui, après cette intervention-là, passionnée, hein, c'est vrai, je voudrais quand même simplement apporter quelques observations complémentaires. Première observation, les recours n'expliquent pas à eux seuls le déficit de construction de logements. Je me permets d'insister quand même, excusez-moi. Hein, ce n'est pas 26 000 logements qui manquent, c'est beaucoup plus. Hein, et on va tomber, vous le savez très bien, cette année, à 320 000 logements ou 325 si on intègre les déconstructions, reconstructions dans le cadre du PNRU, de la rénovation urbaine. Si on ne les intègre pas, on risque de passer en dessous de 300 000. Donc, excusez-moi, ce n'est pas 26, même 30 000 recours qui expliquent tout. Pour autant, il fallait absolument, moi je soutiens complètement l'effort du gouvernement par rapport au recours abusif, malgré toutes les difficultés juridiques que ça pose, et vous devez bien le savoir, au nom du droit de propriété, etc., etc. Mais c'est la question de l'abus de droit hein, qui est très difficile à caractériser, vous le savez comme moi. Donc, premier point, là-dessus, c'est vrai, il y a un essai au moins de traitement du sujet. Mais le deuxième point sur lequel je voudrais me permettre d'insister,
c'est que la question, en effet, du PLU intercommunal, c'est-à-dire de l'urbanisme pensé à l'échelle intercommunale, avec une petite rectification, si vous l'acceptez, quand vous avez un maire qui vous répond « Moi, j'ai pas de plus, je fais ce que je veux », c'est pas vrai. Quand il n'a pas de plus, il fait pas ce qu'il veut, c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique. Je me permets. Ah bon, oui, alors le PLU, d'abord, il a dû être voté quand même par un conseil municipal. Donc, non, mais nuançons un peu quand même, nuançons un peu. Alors, sur la question du PLU intercommunal, je voudrais dire simplement en plus, ça n'est pas un sujet partisan. Je vous le dis, c'est un sujet transparti. Moi, j'ai vécu la chose en le défendant en mars 2010, si ma mémoire est bonne, dans 2 commissions. Et dans la commission saisie au fond, ça s'est passé à 7 voix contre 7, il en fallait 8 contre 7, si vous voulez. Mais à ce moment-là, il est vrai que la minorité d'alors a eu des problèmes prostatiques, si vous voulez, qui ont fait qu'en effet, on n'est pas arrivé à la majorité convenable. Et ça s'est repassé à nouveau dans l'hémicycle. Je le regrette. Pour ma part, en tout cas, je n'ai pas changé de discours entre 2010 et aujourd'hui, et j'ai continué de soutenir le PLU intercommunal. C'est un enjeu, effectivement, absolument majeur, c'est ce que je voulais rappeler, mais qui est, je répète, transparti, c'est-à-dire il y a autant de gens contre d'un côté que de l'autre, et autant de gens pour, probablement, d'un côté que de l'autre. Donc c'est un combat qui est loin d'être gagné, mais ma dernière observation, et je vous le dirai aussi, c'est que, on le sait, les maires qui bâtissent, ils vont quand même dans un certain nombre de cas au-devant des emmerdes. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Parce qu'ils dérangent forcément dans tel ou tel quartier, ils dérangent par les travaux, ils dérangent ceci ou cela. La deuxième chose, c'est on va nous amener qui? Les gens qui sont là, sur place, n'ont pas toujours l'ouverture pour accepter, si vous voulez, l'évolution de la ville elle-même, de leur quartier, du changement, etc. Si, dans le cadre de la rénovation urbaine, etc., et encore, ça n'a pas été gagné d'avance. Donc, je voudrais dire que toutes ces pressions, si vous voulez, gagnent à être traitées à la bonne échelle, mais soyons honnêtes, c'est un problème également de l'ensemble de nos concitoyens. Ce n'est pas seulement un problème, vous savez, d'élus. Là, il y a un vrai problème, si vous voulez, de responsabilisation collective par rapport à ça. Donc, je ne cherche pas de bouc émissaire, j'essaie simplement, au fond, je dirais, d'avoir des responsabilités, si possible, partagées. Merci, Monsieur le député. Vous m'autoriserez à reprendre un mot de Monsieur Goldberg, député de la majorité. Il a utilisé le mot conviction. Il y en avait dans la salle, il y en avait partout à cette tribune. Et je voudrais que vous applaudissiez ceux qui ont accepté ce débat ce soir. Et je passe le micro au président Camandona, qui pour la dernière fois va vous parler comme président de la CMI, en tout cas devant une assemblée comme celle-ci. Bien, voilà un débat qui se termine. Je remercie bien sûr les intervenants. On peut observer que, comment dire cela, je crois que tout le monde est animé d'une vraie volonté de faire avancer les choses, mais il y a quand même des fossés, et c'est quand même étonnant. Je voudrais qu'on s'interroge sur ces fossés. Il y a vraiment des grandes différences de point de vue. Est-ce que c'est le terrain et pas le terrain? Est-ce que c'est autre chose? Enfin, c'est intéressant de le constater encore une fois ce soir. Mais en tout cas, merci, parce que je crois que vous êtes tous animés d'une vraie volonté de faire avancer les choses.